Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous livre leurs dérives, leurs errements et quelques accomplissements. Cette émission n'existe que grâce à votre soutien et le média a plus que jamais besoin de vous pour apporter un autre son de cloche au discours médiatique et politique d'extrême droite. Le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix inaudibles, celles qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la Riposte sur le site internet campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi cher Fabrice. Alors, comme d'habitude, on démarre dans quelques instants avec les tops et les flops, mais avant cela, évidemment, le préambule. Un préambule très particulier, je vais vous expliquer pourquoi. On va démarrer par ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le gala de la honte. Il y a un gala qui a été organisé par Tapiro, dont on a déjà parlé ici, Franck Tapiro, donc un publicitaire qui a créé une espèce de milice. La force de défense de la diaspora. Absolument, en lien avec un État étranger, en l'occurrence Israël, et qui est passé crème, hein, alors que si imaginez qu'un musulman fasse ça, j'ose pas, avec le Qatar, j'ose pas imaginer le résultat. Et donc ils vont faire un gala avec plein de personnalités et on va voir défiler un certain nombre de journalistes dans un premier temps. Et je pense qu'on ne peut pas faire difficilement pire que de voir des journalistes aller se voir remettre des prix par une puissance étrangère, en l'occurrence. Pour leur défense de cette puissance. Absolument, de cette puissance étrangère, en plein génocide. On l'appelle comme on veut, moi je l'appelle génocide, épuration ethnique, ce que vous voulez, qui est poursuivi par les instances internationales. Et je trouve ça à la fois dangereux, enfin grave dans un premier temps, puisque quand même ça veut dire qu'on n'en a rien à cirer de l'avis notamment de la Cour pénale internationale, mais en plus de ça, on va faire allégeance. Et donc on va alimenter une forme, je trouve, aiguisée d'antisémitisme qui consiste à dire que, voilà quoi, les médias sont tenus. Et je trouve ça, voire même sont tenus volontairement par des... Enfin, les gens sont tenus volontairement, les journalistes sont tenus volontairement par une puissance étrangère qui serait Israël. Et donc, ça vient alimenter, une fois de plus, cette histoire d'antisémitisme et de clichés. Et ironiquement, quelques jours après ce fameux rapport sur l'entrisme des frères musulmans, on se rend compte qu'il y a un entrisme sioniste aussi dont personne ne veut parler. Non, mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Non, il faut pas le dire. Sinon, il n'y aurait plus de poids, de mesure. Et donc, on va voir... Alors, ça me rappelle, vous savez, la chute. Il y a un mème, donc une espèce de petit clip, de petit gif, comme ça, sur la chute, donc la fin d'Hitler dans son bunker. Et on a vraiment l'impression de ça. C'est-à-dire qu'ils sont au bout du bout. Ils ont perdu littéralement la bataille médiatique. Ils ont peut-être perdu la bataille in fine. Et donc, ils sont dans des remises de haut chef. Vous allez voir exactement à quoi ça ressemble. Mais vous allez le voir grâce à notre très cher ami Caisse de Grève, que nous avons le plaisir d'accueillir ici, alors qu'il est dans ce studio, qui est ici de manière amicale mais anonyme, et que je salue très chaleureusement et que je félicite vraiment encore pour son travail. Sans lui, on n'aurait pas comme ça des mises en perspective et puis des sources d'informations qu'on ne peut pas trouver en claquant des doigts. Je vous laisse regarder. C'est une personne qui nous soutient tous les jours. Elle est un exemple. Madame Laurence Ferrari, s'il vous plaît. Merci. Je me sens à la maison ici. Et donc cette soirée extraordinaire qui a duré plusieurs heures, elle va être mise en perspective par un militant, alors on en a déjà parlé ici, un militant pacifiste qui est un ancien magistrat, qui est avocat, qui s'appelle Albert Lévy. Ça va être chaud patate de l'accuser d'antisémitisme quand même, Albert. Eh bien, il va faire part de sa colère face à ça, parce qu'il n'y a pas eu seulement des remises de hochets, il y a eu autre chose. Je vous laisse regarder. La Diaspora Défense Force de Tapiro organisait le gala de la honte avec tout ce que compte notre pays en pro-génocidaire. Et avec ça, un quiz obscène pour comptabiliser
dans la franche rigolade le nombre de morts civiles à Gaza. Depuis 1947, la population palestinienne arabe a été multipliée par 2, par 5, par 8, par 15. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Horrible réalité qui s'inscrit dans l'institutionnalisation de la négation du génocide gazaoui, orchestré par l'extrême droite israélienne. Et cela se passe à Paris, avec la bénédiction du pouvoir et de son préfet de police, dans le silence de la justice aux ordres, qui se refuse de voir dans le gala la quintessence de l'apologie des crimes de guerre, revendiqués par chacun des invités depuis 18 mois. Macias, Yadan. Une toute dernière chose, je voudrais vous montrer cette capture d'écran. Juste la capture d'écran, on ne va pas écouter, ça ne sert à rien. Je rappelle quand même que l'Arcom avait réattribué une fréquence, avait prolongé la fréquence pour CNews, et qui devait être normalement reliée à un cahier des charges. Regardez comment ils vont expliquer à quel point l'extrême droite italienne est brillante, réussie et redresse le pays. Alors, ce qui me gêne juste dans ça, c'est qu'avant, ils avaient encore un tout petit peu le côté, vous savez, du point d'interrogation faux cul. Genre, redresse-t-elle la droite est-elle une chance pour... ou Mélanie est-elle une chance pour l'Italie? Il mettait un point d'interrogation. Évidemment, on savait très bien où on allait. Sur Winamax, comme dirait l'autre, c'est une cote à 1,01. Là, même pas. Ils mettent même plus de point d'interrogation. Ils y vont, mais alors en traversant le champ de maïs. Et ça donne ce résultat absolument tragique. Où est l'Arcom? Et je pense qu'effectivement, on en avait parlé l'autre fois, il faudrait peut-être consacrer un espèce de mini-microscope à l'Arcom pour toutes ces dérives qui ne sont pas du tout régulées. Et que l'Arcom, malheureusement, ignore, donc tu le dis si bien. Et c'est parti pour les tops et les flops. Et on démarre par les tops des nouvelles de l'entre-soi médiatique, Momo. Ouais, je suis super content parce que Benjamin Duhamel, va bénéficier d'une nouvelle promotion. C'est-à-dire que ça vient s'empiler, hein. C'est pas je change de boulot. Et il arrive en plus de ses fonctions à absolument. BFM TV. Il fait du privé et du public. Il y a un moment donné, quand il va avoir, si tant est qu'il fasse des reportages et de l'investigation, quand il va avoir une information, à qui il va la donner en priorité? Il y a des questions un peu déontologiques quand même à se poser. C'est toi qui m'y fais penser en me disant ça. Il va arriver donc sur France Inter à la rentrée. Alors déjà, France Inter, elle n'est pas très bien. Je ne suis pas certain que de rajouter Benjamin Duhamel, même s'il a été dans les tops, les vrais tops, de manière assez régulière, hein. Je ne suis pas sûr que de l'ajouter à Salamé et à Demorand, ce soit la solution pour redresser la chaîne. Mais enfin bon, admettons. Donc c'est un communiqué qu'on va voir de France Inter qui va expliquer à quel point tout le monde est content. C'est bien, tout le monde est content. Ils disent tous les deux que la patronne, donc la compagne accessoirement de Raphaël Enthoven et lui-même vont dire à quel point ils sont contents. Je suis content de venir, je suis content de le recevoir et ainsi de suite. Sauf que il y a une précision de ma consoeur Sarah Nedjar, ma très chère consoeur Sarah Nedjar, que j'embrasse au passage, qui va expliquer le fonctionnement de Radio France. Alors je vais vous laisser regarder et je vais vous le lire. En fait, on ne rentre pas comme ça à France Inter. Et donc, Sarah nous explique très clairement, je ouvre les guillemets, pour rejoindre Inter, donc France Inter, un journaliste lambda doit 1. Faire des piges en radio locale. Donc ça veut dire le réseau, en gros, ex-réseau France Bleu. 2. Passer 4 épreuves du concours Radio France. 4 épreuves. 3. Intégrer le planning, les CDD volants dans plus de 40 départements sur plusieurs années. Ce qu'on appelle le planning, c'est qu'en fait, on vous met là où on a besoin de vous pendant une durée donnée. Et moi, j'ai vu plusieurs fois, notamment, alors moi, je suis près d'Orléans, sur France Bleu Orléans, j'ai vu arriver des jeunes consoeurs, des jeunes confrères qui, en fait, ne connaissaient rien à rien du paysage local, mais qui avaient été placés là parce qu'on avait besoin de boucher un trou. Et donc, ils arrivaient, ils débarquaient, et il fallait qu'ils connaissent la vie politique, l'histoire de la ville, les conflits, enfin, c'est juste impossible. Donc j'ai toujours fait un effort de les accompagner pour essayer de leur expliquer un peu ce qui se passait. Ensuite, il fallait se faire repérer par Paris et enfin vous intégrer France Inter. Donc après plusieurs années. Et encore, c'est pas toujours obligatoire. Lui, en un claquement de doigts,
on n'ose pas imaginer que ce ne soit pas à force de travail de sa part et que ce ne soit pas du népotisme. Évidemment, ce serait un esprit mal placé. Donc voilà. Non, on ne dira pas que sa mère c'est Nathalie Saint-Cricq, que Non, son père non. c'est Patrice Duhamel. On ne dira pas pas tout ça. ça. On ne parlera pas de d'Oudéa Castéra et compagnie. Mais voilà quoi, je veux dire, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux parce que ça vient plomber encore un peu plus le service public, parce qu'on parle du service public quand même, et d'une chaîne qui est déjà sous le coup des critiques, depuis notamment l'affaire Guillaume Meurice. Je trouve ça pas très élégant et pas très utile. Et on salue tous les journalistes pigistes du planning. On en a qui ont fait partie, moi précisément aussi, qui en a presque fait partie, qui étaient destinés à en faire partie, et qui vivent vraiment d'une grande précarité. Il est important de leur rendre hommage, et qui sont les vraies mains, malheureusement petites mains entre guillemets, du journalisme. Et donc, prochain top, si tu veux parler du vocabulaire nazi qui choque les journalistes quand il est employé pour désigner les actes génocidaires d'Israël. Alors, c'est plusieurs éléments de sémantique, en fait. Alors, on a Bourlange, donc, une personnalité politique de centre droit, on va qualifier comme ça. Et là, il a fait bugger, et c'est ça qui m'intéresse parce je rappelle qu'on est dans la critique média. Il va faire bugger l'un de nos confrères parce qu'il va employer un terme qui peut paraître un peu choquant, mais qui s'explique quand on le décompose. On va l'écouter et puis on va le voir juste après. Et c'est encore une vidéo de notre ami Caisse de Grève ici présent. Je vous laisse écouter. L'Arabie Saoudite ne peut pas accepter une solution qui est une solution finale, il faut le reconnaître. Il n'y a aucune option militaire depuis le 7 octobre de l'armée israélienne qui débouche sur une solution politique. Quand vous dites une solution finale, la disparition par évaporation. Vous ne faites pas référence à la solution finale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la même chose. On n'en est pas là, Dieu merci, mais pas très loin. On a 50 000 morts. Ça, c'est la disparition par balle, si je puis dire. On est dans une entreprise, regardez tout ce que dit l'ONU, etc., de destruction par la famine de l'ensemble des populations. Est-ce que vous faites partie, par exemple, Jean-Luc Bourlange, de ceux qui considèrent qu'il convient d'utiliser le mot génocide? Non, mais moi, je m'en fiche des mots. Alors, on est dans des querelles de mots. Ce que je vois, c'est qu'il y a une population de 2 millions de personnes à qui on refuse la possibilité matérielle de vivre, de se nourrir, de se soigner. 90% des logements sont détruits. La logique est très claire de l'État israélien. Donc il va parler de solution finale, mais de solution finale, pas évidemment avec la ref historique de la Shoah, il va parler de solution finale, c'est-à-dire de finaliser un plan politique, géopolitique, stratégique, vous l'appelez comme vous voulez, qui est de vider Gaza de ses habitants. Mais c'est écrit, c'est dit, il n'y a pas à extrapoler, à essayer d'expliquer que ça devient quasiment antisémite d'avoir à reprendre des expressions comme celle-ci, mais comme tu l'as dit pour le génocide, enfin, on ne peut pas s'attribuer comme ça des termes en expliquant que si on les utilise, on est antisémite, alors qu'en fait c'est une forme, je trouve, abouti d'antisémitisme. La preuve, rebelote avec Guillaume Ancel sur le plateau de France Info, qui lui aussi va utiliser un autre terme. Je vous laisse regarder et écouter. Je dis bien sous prétexte de sortir des otages, Netanyahou fait exécuter tous les jours une centaine de Palestiniens qui ne sont même pas liés au Hamas. Donc je suis désolé, mais ce sont des exécutions, ce sont des méthodes de nazis, quoi. Ce sont des mots très très forts que vous employez, on ne peut pas quand même ne pas revenir dessus, des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots, mais néanmoins ils sont très forts. Vous ne les jugez pas en y réfléchissant à nouveau un peu excessif? Il n'y a pas que Guillaume Ancel, puisqu'il y a un mandat d'arrêt, comme vous savez, de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou. Et l'ancien ministre de la Défense, précisément pour ces motifs-là, déplacement de population et blocage de l'aide humanitaire. Donc, et ce mandat d'arrêt a été déjà publié. On connaît la portée symbolique de ces mots lorsqu'il s'agit évidemment de l'État israélien. Ce sont les mots que vous choisissez aujourd'hui. Mais je travaille avec le mémorial de la Shoah. D'accord, ma marraine est juive. Donc, le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés. Je veux que vous puissiez les expliquer. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible. Donc voilà, cet ancien officier explique... Alors,
c'est intéressant ce qu'il dit quand il dit qu'ils emploient des méthodes de nazis. Parce que le grand truc, depuis quelques mois maintenant, c'est d'expliquer qu'ils font tout ça, tous les soutiens du régime génocidaire disent « Ouais, vous nazifiez les Juifs ». C'est pas les Juifs. Personne nazifie les Juifs. C'est à la limite nazifier, mais je fais un clin d'œil à Guillaume Meurice, mais nazifier Netanyahou, bah ouais, banco, puisque la justice a dit que c'était OK. Mais personne ne nazifie les Juifs. Par contre, oui, effectivement, c'est l'inverse, à savoir qu'il y a une nazification de la politique israélienne envers, effectivement, les Palestiniens, en l'occurrence ceux qui habitent à Gaza. Mais voilà, Guillaume Ancel, c'est exactement de quoi il parle, puisqu'il a un parcours qui plaide pour lui. D'officier qui a été au plus près qui a assisté à un génocide, littéralement, puisqu'il a été au Rwanda, il a vu se commettre le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, il parle avec une certaine expertise, légitimité devant le regard éberlué de la journaliste. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils sont complètement sidérés et que le fameux contre-Uno antisémite, dès qu'on avance quelque... Alors j'ai découvert la semaine dernière à mon corps défendant que maintenant c'est même plus antisioniste égale antisémite, c'est que quand vous formulez quelque chose sur les colonies qui sont reconnues par le droit international comme étant illégales en Cisjordanie, quand vous dites qu'il faut les éradiquer de la surface de la terre, vous n'avez pas le droit de le dire, sinon vous êtes antisémite. Donc c'est-à-dire qu'il repousse à chaque fois, et je reviens au bunker, il repousse à chaque fois, y compris les associations de lutte contre l'antisémitisme, il recule le curseur. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien dire du tout. La moindre critique de la colonisation, la moindre critique du génocide devient un acte antisémite. Il va falloir à un moment donné qu'on en sorte parce que ça devient vraiment insupportable. Et le fait qu'Israël soit rarement qualifié d'État colon, ce qui est factuellement le cas dans nos grands médias, prouve à suffisance qu'il y a malheureusement une retenue un peu triste dans le traitement médiatique. Pour pas dire un accompagnement. Voilà. On passe au flop. Et en premier flop, tu veux nous parler d'une habituée de cette rubrique des flops, Caroline Forest. Si elle n'était pas là, on l'inventerait. Ouais. Alors, on y retourne sur la question des terminologies et de la sémantique. Et donc, elle va nous expliquer, doctement, elle va nous donner une leçon, cette fameuse résistante du 7 février 46, comme je les appelle, c'est-à-dire ceux de c'est même pas la dernière heure, c'est après coup. Là, ils sentent le vent tourner. Et donc, elle va essayer d'expliquer que c'est insupportable, ah là là, tous les enfants dont j'ai minimisé le nombre de victimes palestiniennes. Elle a minimisé le nombre de victimes palestiniennes, je vous rappelle, on retrouve ça assez facilement. Et bien là, elle va dire, ah là là, ce n'est pas possible, quelle souffrance de ce peuple palestinien et gazaoui, mais on ne peut pas employer le terme génocide parce que, je vous laisse écouter la professeure en géopolitique Caroline Forest. Il y a beaucoup plus d'émotions légitimes à propos de ce qui se passe à Gaza. Je comprends beaucoup plus que des gens se disent, quand même, vu la longueur et la violence de cette guerre, même si le ratio combattants-morts civils est le même que dans toutes les guerres, et dans celles que nous avons menées contre Daesh, même si la pause humanitaire était de courte durée, que 100 camions sont en train d'entrer dans Gaza pour finalement ravitailler la population, ça reste une guerre d'une violence absolue. Le nombre de civils, tous les jours, mérite une émotion tellement forte qu'on a envie. En fait, je comprends la volonté de dire, peut-être que si on emploie un mot plus fort et plus violent, les gens vont réaliser la violence de cette riposte qui n'a que trop duré et qui doit cesser. Mais je lui dis simplement, on n'oublie pas. Et Internet n'oublie pas. Évidemment. Les réseaux n'oublieront jamais ce qu'elle a pu dire comme horreur sur le fait qu'il n'y avait pas de génocide, pas de famine, qu'il y avait 10 fois moins de victimes, que tous les chiffres étaient bidons et venaient du Hamas. On n'oubliera pas, chère Caroline Forest. Bon, et les véritables critiques du génocide, comme Émeric Caron, malheureusement, se font à chaque fois clouer au pilori. C'est la cible, c'est l'une des cibles principales, Émeric Caron, et pour cause, puisqu'il fait entre guillemets le job de dénoncer de manière récurrente et régulière. Et c'est Oliven qui va lui
lui donnait une leçon, une espèce de leçon. Alors, je rappelle, donc c'est le patron de la boîte, du propriétaire de Libération notamment. Il est dans plusieurs médias, il grenouille un peu partout. Il était parti en Israël pour une table ronde avec Enthoven et compagnie. On en avait parlé il y a 2 semaines. On payé par qui exactement, on n'en est pas certain. Il avait été inquiété dans une affaire d'emploi déguisé, à titre personnel, donc quelqu'un pas très recommandable, à la morale un peu particulière, mais il va attaquer Aymeric Caron et il va expliquer qu'à partir du moment où Aymeric Caron fait le job en argumentant, il va souhaiter quoi? Je vous laisse écouter. Alors vous avez été critiqué par une partie de la communauté juive, mais encore plus violemment par les Insoumis, avec en tête de gondole, vous savez qui? Aymeric Caron, qui vous a accusé de défendre Israël, un État, je le cite, qui colonise, assassine et génocide. De quoi Caron est-il le nom? Il y a l'énorme différence, il y a 2 énormes différences entre Caron et moi sur ce sujet. C'est que moi, lui, il veut la destruction de l'État d'Israël. Ah, vous dites qu'il veut la destruction de l'État d'Israël. Bien sûr. Et moi, je veux la paix. Et d'ailleurs, vous l'avez comparé à Forisson, Caron. Oui, parce qu'il a tenu des propos sur Auschwitz, il a soutenu l'idée que la Gaza c'était Auschwitz. Et il est surtout contre la paix, parce que en utilisant un vocabulaire inapproprié, en accusant les Juifs d'être des génocidaires, on les déshumanise pour mieux les éliminer. Voilà, on en revient toujours au même truc. Alors ça se passe toujours chez Fredo Lamaleste, donc sur une radio communautariste. Il va de nouveau expliquer qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec lui et qu'on défend, mais tout simplement qu'on fait l'apologie du droit international, je le rappelle. Simplement, il est pour la destruction d'Israël. Aymeric Caron est pour la destruction d'Israël. Une preuve? Aucune. Un élément, une phrase, une citation, quelque chose, rien du tout. C'est juste de la calomnie et je suis surpris qu'Aymeric Caron ne l'attaque pas en diffamation, parce que là, ça devient quand même un tout petit peu problématique de dire qu'il est capable d'appeler à éradiquer un peuple entier au nom de sa folie antisémite ou je ne sais quoi, puisque ça veut dire un petit peu ça quand même. Oui. On verra la suite des événements. Et on passe à notre rubrique principale, au microscope. Alors, ça ne vous aura pas échappé, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions samedi dernier. Et à la suite, Mourad, de cette victoire, des débordements ont été déplorés à Paris. Des débordements, malheureusement aussi, dans le traitement médiatique et politique des violences qui ont eu lieu, des débordements racistes et des paroles qu'on aurait voulu ne pas entendre. Alors, il y a eu plusieurs niveaux, c'était assez intéressant. D'ailleurs, dans le récap, il y a eu un sujet que je vous invite à aller voir là-dessus. Il y a eu plusieurs niveaux. Alors, il y a un niveau qui m'a fait assez sourire, je dois l'avouer. C'est par exemple Gabriel Cluzel, donc de Boulevard Voltaire, de l'extrême droite catho-intégriste, qui est resté coincé sous un pont-levis. Alors ça peut vous paraître bizarre comme expression, mais c'est le cas. Elle est restée coincée. Vous savez, il y a le fameux « c'était mieux avant ». Alors, elle, c'est pas avant, il y a 50 ans, c'était mieux avant, au temps des ponts-Lévis. Je vous laisse écouter, c'est assez drôle, je trouve. Pourquoi le mot barbare fait-il peur, Gabriel ? Parce que si tout le monde se met d'accord sur ce mot pour qualifier donc les délinquants, les auteurs des exactions de samedi, eh bien c'est que les barbares sont parmi nous. Vous savez, il y avait une expression autrefois, on se faisait peur en criant « les barbares sont à nos portes ». Alors quand les barbares sont à nos portes, eh bien il faut descendre la herse et lever le pont-levis. Sauf qu'il n'y a plus de herse, plus de pont-levis, nous n'avons plus de frontières, donc forcément les barbares sont déjà là. Et c'est pas étonnant parce que l'offensive barbare, quand on prend l'histoire, c'est caractéristique des pays en plein effondrement, des sociétés, des civilisations même en plein effondrement, c'est-à-dire que les barbares viennent donner l'estocade finale et se partager les morceaux. Donc encore une fois, aucune connotation raciste, il y a des barbares de toutes sortes. Alors évidemment, idem pour notre papounet national, Pascal Praud, sur Europe 1, qui lui aussi va nous faire la carte du c'était mieux avant. Alors il va en plus dire des conneries parce que j'ai l'âge d'avoir connu adulte 1998. En fait, la Coupe du Monde de 98, gagnée par l'équipe de France, c'est pas Paris, c'est pas la même chose. Quand même, il faut juste aussi avoir ce truc-là en tête. C'est là, c'était une nation. Enfin, l'équipe de France, c'était une nation qui était derrière son équipe de France. C'est pas la même chose qu'une équipe
à savoir Paris Saint-Germain. Alors, il y a comment? C'est, comme je dis, la palme d'or, en fait, du manque de fair play. Ça a été la une de la Provence qui a titré. Donc, la Provence, je rappelle que l'OM est le premier, à jamais les premiers, en 93, à avoir la coupe, et tant mieux pour eux. Voilà, tout le monde était content. Le Parisien avait titré exploit ou extraordinaire, enfin je sais plus, bref, il avait joué le jeu, le Parisien. Et là, ils ont titré à jamais les deuxièmes. C'est pas sympa, quoi. Je veux dire, soit vous titrez sur autre chose. C'est factuellement vrai. Oui, mais alors le jeu de mots est rigolo, honnêtement. Moi qui aime bien les unes, c'est rigolo. C'est pas, voilà, quoi, c'est pas, je sais pas, c'est un peu mesquin. C'est un peu taquin. Ouais, c'est un peu taquin mesquin, surtout. Et donc, Pascal Praud va partir sur un truc comme quoi, en 98, il y avait pas, voilà, c'était pas comme ça. J'étais sur les Champs-Élysées en 98 et je me rappelle très bien, j'ai eu de la chance, la voiture est passée à quelques mètres de moi, mais une voiture a foncé dans la foule sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas eu de mort, heureusement. Mais cette voiture, c'est une femme, je crois, qui était un peu perturbée, et qui a paniqué, et qui a fait foncer sa voiture et qui a renversé un nombre important de personnes. Il y a eu des dégradations, il y a toujours des dégradations. Faut pas fantasmer le passé idéal. Le truc de fou, un peu comme le clip là de comment il s'appelle, de Zemmour, avec C'était mieux avant, avec Belmondo, les cigarettes dans la 2 chevaux et compagnie. Donc voilà, il va sortir des grosses conneries, mais enfin, c'est son fonds de commerce. Je vous laisse l'écouter. Écoutez hier soir le journal de TF1, dormez, tranquille, braves gens, tout va très bien, Madame la Marquise. Je lis ce matin le journal Le Parisien, jour de liesse, est-il écrit. Une douce folie, peut-on lire à la une? Oui, une douce folie, délinquante et criminelle. Ces 48 heures illustrent le fossé qu'il existe entre la réalité et sa représentation. Ces 2 jours illustrent aussi une violence française que le football met en lumière. Il n'est qu'un prétexte, ou je le répète, un symptôme. Oui, la France est malade et son cas empire d'année en année. Jusqu'à quand? Jusqu'à trouver le remède, sans doute. Encore faut-il poser le bon diagnostic. Alors, en soi, c'est pas très surprenant venant de Pascal Praud quand on connaît le lexique, quand il s'agit des quartiers, quand il s'agit des manifestations dans les banlieues. À chaque fois que ce genre de sujet touchant éventuellement des Noirs et des Arabes arrive, on sent un déchaînement. On parle souvent d'ensauvagement sur Europe 1 et CNews. C'est dans la veine de ce qu'il fait d'habitude. Ah bah oui, c'est pas une surprise, c'est pas une surprise. Là, par contre, il y a quand même de l'enquête, du reportage, et parce qu'il faut savoir à cause de qui tout ça. Devinez. Je vous laisse écouter. Quand on est dans le déni du réel à ce point, c'est vrai qu'il est difficile de poser un argument valable, puisque vraisemblablement, c'est même la perception du monde qui est totalement, radicalement différente. Pour rebondir sur ce que disait Paul, ça leur réussit de tenir ce discours abject, parce que tous ces gens... Ils ne l'ont pas piqué, leur siège à l'Assemblée. Ils ont été élus et bien souvent réélus très confortablement. C'est pour ça que moi, j'attends avec impatience, sans mauvais jeu de mots, sans mauvais esprit, d'abord les municipales l'année prochaine et ensuite les présidentielles pour voir si ce discours-là, si cette haine de la France, cette haine des Français, cette haine de l'autorité légale va être payante ou pas pour ces personnages indignes. Je pense que jusqu'à présent, c'est leur réussite. Et donc, c'est Jonathan Sixou. Alors, je ne le connais pas du tout, je ne sais pas qui c'est. Jonathan Sixou, qui est journaliste, c'est ce qui est écrit, sur le bandeau, et qui va trouver, grâce à une enquête approfondie, évidemment, et sociologique. Journaliste à l'opinion, il me semble, si je ne dis pas ouais, je crois, mais je ne connais pas de révélation qu'il est. Je ne le connais pas en termes de reportage ou de révélation. Il va nous sortir que, évidemment, c'est la faute à les filles, le grand classique. Ouais. Alors, je vais te contrarier, mon cher Fabrice, parce que grâce à Gabriel, des ultras d'Auteuil, voilà, il est intervenu à la télé, chez Estelle Midi, et lui va nous expliquer, ce policier, que les policiers ne sont pas racistes. Mais, écoutez. Je suis supporter parisien, j'étais ultra abonné au Virage Auteuil pendant presque 7 ans, de 99 à 2006. 98 à 2006 en gros. J'ai eu la chance de vivre 98 sur les champs. Alors oui, il y avait des débordements, mais sans aucune mesure avec ce qu'on a vu hier. Là, clairement, et malheureusement, encore une fois, je suis désolé, je fais un constat, mais on va dire que
Après, on va nous dire que la police est raciste, mais malheureusement, ce sont toujours les gens issus des mêmes quartiers. Alors, je ne sais pas si on peut parler de prétérition au sens strict du terme. Enfin, c'est assez marrant quand même. On va encore dire que les policiers sont racistes, mais quoi, tu es en train de tenir des propos racistes? Même Estelle d'Estelle Midi a dû revenir derrière pour essayer d'expliquer que non, on peut pas comme ça essentialiser les gens. On ne sait pas qui exactement était présent, pas présent, et de quelle origine, pas quelle origine, et puis qu'ils sont français même s'ils sont basanés. C'est pas possible de tenir un propos pareil. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Entre les ultras d'Auteuil et policiers pas racistes, le mec, il a coché quasiment toutes les cases pour expliquer qu'il y avait un problème quand même entre les forces de l'ordre, notamment, et les jeunes qui venaient sur les Champs-Élysées ce soir-là. En général, il faut se méfier des assertions qui commencent par « on n'est pas raciste, mais… » Oui, c'est pour ça que… mal. Ah oui, c'est un grand classique. Alors, l'autre grand classique, mais là, ça vient de… c'est même pas un grand classique, ça vient de sortir, c'est notre ami Pierre Lelouch. Alors lui, il est parti complètement en live. Alors lui, il est parti en maillot de bain sur un toboggan humide et avec les bras en l'air. Enfin, il est parti. On l'a perdu complètement. Il a lâché la rampe, il a tout lâché. Et là, il va s'en prendre au président Macron, qui va devenir peut-être le compagnon de route du média. On va peut-être le défendre et faire des émissions spéciales pour le soutenir avec des cagnottes. Il serait contaminé. On a parlé du rapport l'autre fois. On a parlé du rapport sur le frérisme, l'entrisme des frères musulmans dont tu parlais tout à l'heure. Et là, en fait, le complot frériste mondial a atteint ce pauvre Emmanuel Macron. Je vous laisse écouter par quel biais. En France, on a clairement un lien entre les populations immigrées et le foot, ça c'est clair, au tel point d'ailleurs que le président de la République lui-même l'a dit en disant champion frère. Oui. Frère, c'est pas un terme républicain, républicain c'est citoyen. Frère, c'est un terme de l'oumma musulmane où on appelle l'autre frère ou sœur. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même, qui donc envoie un signal à cette population autour du football. Bon, on est nombreux à avoir déjà utilisé le terme frère. Et je suis absolument sidéré de savoir qu'on adhère à la Oumma. Okay. Ah non, mais frère, ça va même au-delà, parce que moi, je signe souvent des mails ou des SMS en mettant fraternellement, par exemple. Quand quelqu'un est proche de moi, fraternellement, c'est quand même frère, quoi. Je veux dire, mes frères, il aurait dit frère, wesh, bien ou bien. Bon, on aurait pu avoir un débat, on aurait pu avoir des assises là-dessus, une convention nationale sur est-ce qu'on peut dire wesh ou pas. Là, franchement, c'est complètement ridicule. Et c'est pas tellement à lui que j'en veux, c'est aux médias qui l'accueillent une fois de plus et qui le laissent déblatérer ses conneries sans que, si tant est qu'il y ait des journalistes sur le plateau, sans qu'un journaliste intervienne en disant non, c'est quand même un mot, c'est un mot dans le dictionnaire, c'est un mot français et c'est un mot en plus. J'ai presque envie de dire que si on défend les racines chrétiennes, le mot frère a un sens, pour le coup, qui est complètement défendable par ces chaînes d'extrême droite. Ça n'a aucun sens, comme j'aime bien le dire. Alors, tu voulais nous parler, pour terminer, de Frontières, le fameux pseudo-média d'extrême droite qui avait tout vu avant tout le monde. Mea culpa, parce que je les ai taxés d'espèces de gens un peu comme ça, même pas hyper engagés, hyper partisans, qui n'étaient pas des journalistes et compagnie, et qui n'avaient pas la fibre journalistique, qui ne connaissaient rien au journalisme, et je me suis trompé. Voilà, mea culpa. Je leur fais un coup de chapeau, parce qu'ils ont vu bien avant que ça dégénère, alors que personne ne peut imaginer que ça va dégénérer. Un match de foot, que ce soit victorieux ou pas, personne ne peut imaginer, personne ne fait le lien entre des potentielles violences contre du mobilier urbain, des magasins et compagnie après un match de foot de cette importance-là. Eux, ils l'ont vu. Ils l'ont vu tout de suite. Et grâce à quoi ? Grâce à une vidéo qui relève du reportage vraiment de l'investigation et qui va montrer quelque chose qui n'arrive jamais et qui était effectivement un signe avant-coureur. Je vous laisse regarder. Donc voilà, ce qui m'amuse dans cette séquence assez drôle, c'est que, à part, on va pas faire des t-shirts, je suis abribus, mais ce qui m'amuse, c'est qu'ils ont une telle méconnaissance de la réalité
des manifestations populaires qu'ils ne savent pas que dans toutes les manifestations, je te prends un témoin, mon cher Fabrice, dans toutes les manifestations, il y a des gens qui montent sur les abribus, mais même des confrères ou des consoeurs qui vont, avec leur appareil photo, monter sur les abribus pour avoir un champ visuel plus large. Mais ça arrive à toutes les manifs. Le 8 mars, c'était le cas. Le 1er mai, c'était le cas. À chaque manif. Mais sauf qu'ils ont une telle méconnaissance, ils y connaissent tellement rien, ce sont de tels brels que pour eux, c'est un signe que... Et en plus, ils n'ont pas de cul parce que si vous revenez sur la vidéo, vous allez voir, c'est un jeune blond qui tend la main à un jeune basané pour le faire monter et l'aider à monter. Donc on n'est pas exactement dans le type de profil qu'ils auraient aimé avoir sur ce fameux abribus. D'ailleurs, je pense qu'on fera peut-être un petit reportage sur ce fameux abribus très prochainement. Abribus Gate. Yes. Merci Mourad, on passe au coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur littéraire. On y revient parce que j'ai un gros retard. Je lui ajoute toutes les semaines, je le dis, mais c'est vrai. Donc là, non. J'aime beaucoup cette déclinaison des séries populaires. Alors, en l'occurrence, il s'agit de Malcolm, que tu dois connaître, j'imagine, Fabrice. Et donc, ça s'appelle Au fond de la classe avec Malcolm, le génie face au réel. Et là, Sébastien Lecoq, donc, qui a écrit cet ouvrage absolument formidable, il va expliquer, alors j'ai envie de dire chapitre par chapitre, il va expliquer en quoi cette série, mais comme d'autres séries d'ailleurs, il n'est pas simplement quelque chose de rigolo ou voilà de juste comique, quoi, que ça va raconter des choses sur les sociétés. Alors j'ai envie de dire, moi je vais le traduire comme ça, mais les sociétés occidentales. Et que ça va raconter les univers notamment qui ressemblent à la famille de Malcolm, qui est une famille plutôt en bas de l'échelle sociale, avec des problématiques de toutes les familles en bas de l'échelle sociale. Et ça va raconter en quoi ça a eu un effet et pourquoi ça a eu autant de succès. C'est ça la question. Parce que ça a eu un effet miroir. Parce que les gens se sont retrouvés. Et pourquoi ils se sont retrouvés? Un peu comme ce que j'avais raconté ici il y a quelque temps, à savoir que c'est l'équivalent du phénomène français de Plus belle la vie. À savoir qu'il y a une telle identification, il y a une telle prise en compte d'un certain nombre de facteurs sociaux, de mise en scène de facteurs sociaux, qu'on arrive à un résultat où se mêle, alors c'est lui qui l'écrit, il parle de la portée sociale, politique, culturelle et sociologique, et je trouve que, et donc guidé par ses protagonistes, et même ses personnages secondaires, je trouve que c'est très bien vu de pouvoir expliquer ce succès par quelque chose de... Voilà, et que ça ne tient pas du hasard, que ça tient de la difficulté et le talent d'avoir comme ça, sur la durée, en plus ça a duré super longtemps, cette série, d'avoir des scénaristes qui arrivent à avoir des oreilles, à écouter et à comprendre ce qui se passe dans la société pour pouvoir l'introduire dans cette série. Donc voilà, ça s'appelle Au fond de la classe avec Malcolm, le génie face au réel. C'est écrit avec talent, je le redis vraiment, par Sébastien Lecoq, et c'est chez, attention l'accent, Third Editions. Bravo. J'ai travaillé. Alors l'autre, très rapidement, c'est un disque que j'ai adoré. C'est au cours du Moumout Tour à Mérignac qu'on m'a offert ce disque. Donc c'est Olivier Secaille qui a produit Psychothérapie et qui est un... Alors, si vous aimez les sons, je veux dire reggae, alors je ne suis pas spécialiste de ce truc-là, de ces milieux-là, mais c'est reggae, ou je ne sais pas si on dit ragamuffin ou pas, mais... reggae, tout simplement. C'est hyper dansant, hyper agréable à écouter. La production est excellente. Les musiciens sont parfaits, et même moi qui suis pas spécialiste de ces musiques-là, j'ai beaucoup apprécié. Et puis je l'écoute assez régulièrement. Et donc je vous invite à vous le procurer si vous aimez cet univers musical, ou si vous avez envie de le découvrir. Donc c'est des arrangements d'Alain Médina et d'Olivier Secaille, et c'est à retrouver via le net. On va vous montrer évidemment la pochette. Et pour terminer, les remerciements, Momo. Alors, mes remerciements cette semaine, ils vont aller à Viviane de Romainville, croisée sur Montreuil, à Fibre Optique, qui est un compte internet et Twitter, Samia d'Ormesson sur Marne, Océane de Montreuil,
Katerina de Montreuil également, rencontrée juste après l'émission de la semaine dernière. La bicyclette de la Croix de Chavaux, je salue Khaled et Saïd. Dominique également, qui est un copain aussi croisé récemment avec qui on a sympathisé. Stéphane d'Orléans. Jean-Marie de Grèce-en-Vercors, j'étais à Grèce-en-Vercors pour le Moumoutour la semaine dernière et c'était vraiment un accueil absolument formidable. C'était avec Médine, le chanteur Médine. Donc Jean-Marie, oui, donc de Grèce-en-Vercors et d'Algérie. Amine de l'émission de rap Couleur FM Bourgoin en Isère. Colline de la France Insoumise de Bourgoin. Lohan de Grenoble. Fabien et Emma de Lyon. Hugo et Roxane de Grenoble. Sébastien de Saint-Pierre-des-Corps, c'est en Touraine. Et alors, j'ai croisé tout à l'heure, juste avant d'arriver près de l'Assemblée nationale, Mohamed Zanoun, qui est un photographe palestinien. Qui sortait d'une conférence de presse et qui est rescapé de Gaza et qui fait une exposition photo qui tourne en France. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter par la page contact @lemediatv.fr parce qu'on peut vous donner les coordonnées de la personne qui organise son exposition et qui, si vous souhaitez savoir où ont lieu les prochaines expositions ou même, mais on vous le dira ici aussi, mais si vous souhaitez la faire venir chez vous, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à passer par le média pour ça. Et également Noël d'Aubervilliers, qui est fan de l'œil de Moumou, et qui travaille à la cantine de la Cigale, c'est dans le 18e arrondissement, et c'est absolument génial, et il est adorable. Et Jamel, qui est un ancien de Montreuil également, je les salue et je les embrasse toutes et tous. Et donc, puisqu'on parlait du Moumoutour, je tiens à préciser qu'il y aura une rencontre décrypter les médias de la haine avec le film réalisé donc par Off Investigation, avec projection débat le mercredi 11 juin. On va voir l'affichette. C'est à 18h30 et c'est à Audincourt dans le Doubs. Donc, je vous y attends, évidemment, avec grand plaisir qu'on puisse échanger de visu. C'est toujours un moment pour moi exceptionnel. Et je vous retrouverai donc ce mercredi avec grand plaisir. Merci Moumou et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On le rappelle encore une fois, le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Soutenez-nous, soutenez la riposte, notre nouvelle campagne de dons pour faire face à l'extrême droite et à ses relais médiatiques. Rendez-vous également sur le site internet du Média, sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias, bonne suite des programmes. On a besoin de vous pour y arriver. Rejoignez la riposte. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr.